Le trade de Luka Doncic ce week-end est plus qu'un transfert en NBA. C'est une masterclass en gestion du risque et je vais vous expliquer pourquoi. Chers amis investisseurs, beaucoup ont entendu la dernière news économique. Les réseaux ont été animés par la hausse des taxes entre les États-Unis et le Canada et les États-Unis et le Mexique. Ça a saigné sur le marché des cryptos ce week-end. Et pourtant, pour moi, la news la plus importante, c'est tout simplement le trade de Luka Doncic aux Los Angeles Lakers. Alors vous allez me dire, mais que vient faire le sport sur cette chaîne? Eh bien, on va voir que la NBA, avec son modèle économique très particulier, très éloigné de nos clubs européens, est un vrai business avec de l'investissement et de la gestion de risque. Voilà, mais avant de commencer, pour ceux qui ne savent pas qui est Luka Doncic, en fait, c'est un Slovène de 26 ans qui joue au Dallas Mavericks dans le Texas. On verra que le Texas, c'est important pour plus tard. Et ça n'a rien à voir avec les droits de douane avec le Mexique, je vous le promets. C'est un joueur, on peut le dire, qui a son prime, qui domine. Troisième marqueur l'année dernière, 80 triple-double. C'est la septième performance de tous les temps. Depuis 3 ou 4 ans, il est au moins dans le top 3 des meilleurs joueurs pour le classement du MVP. C'est l'équivalent du Ballon d'Or au basket. Voilà, mais la NBA, c'est avant tout un business. Parce que voilà, c'est des joueurs, ils sont payés tout simplement pour exercer ce métier. Et déjà, je vais mettre l'argument de côté pour ceux qui me disent oh là là, c'est cher pour courir après un ballon. Bah non, je suis pas d'accord avec vous. C'est la rareté. Et surtout, allez courir à leur vitesse. Et ben, vous tapez le cardio, on verra si ça tient, tout en ayant l'adresse qui suit. Voilà, et le basket qui est joué en NBA, ce n'est pas du tout le basket qui est joué les week-ends. Par exemple, quand j'étais plus jeune, au tournoi des PTT d'Ajaccio, où il y avait des barbecues merguez figatelles. Non, non, c'est un vrai business avec de l'argent en jeu. Ouais, la NBA, c'est avant tout un divertissement. C'est de l'entertainment, comme on dit aux États-Unis. D'ailleurs, il y a une branche de la NBA qui s'appelle NBA Entertainment. Et pour vous donner quelques chiffres, en 2023, les revenus de la NBA étaient à 10 milliards. Ils estimaient la valorisation globale de la NBA, de la société, à 86 milliards. On le verra plus tard parce qu'en fait, c'est un système particulier où chaque club est actionnaire de la société mère. Et en fait, c'est la somme, tout simplement, de chaque valorisation de club. Voilà, c'est une vidéo un peu particulière aujourd'hui. On va s'intéresser au business de la NBA. Et si ce genre de sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ça aidera grandement cette chaîne. Alors ces 10 milliards, c'est magnifique, mais ils sortent d'où? Comme je vous disais, la NBA, c'est avant tout du divertissement. Et qui dit divertissement, dit droit télé. Pour vous donner un exemple, en 2024, le contrat avec les diffuseurs nationaux aux États-Unis et Amazon s'est élevé à 76 milliards de dollars sur 11 ans. Il faut bien prendre en compte que c'est juste les droits nationaux, c'est-à-dire les droits de diffusion au niveau fédéral. Il faut ajouter aussi les droits régionaux par État, par States, plus les droits à l'étranger. Ces revenus, c'est plus de la moitié du business de la NBA. Et bien sûr, ils s'attendent à une croissance. Mais ça, seul l'avenir nous le dira. Et voilà, pour vous expliquer aussi rapidement la NBA, c'est ce qu'on appelle 30 franchises, c'est 30 clubs, c'est une ligue fermée. Bien sûr, il y a des petites ligues annexes, ligue féminine, ligue de développement ou autre. Et c'est un système d'actionnariat. Ok, c'est l'actionnariat, c'est génial, mais est-ce que c'est coté? Est-ce que c'est au NYSE ou au Nasdaq? Non, non, c'est l'actionnariat est actuellement fermé. La seule façon de rentrer à l'actionnariat de la NBA, c'est de passer par de l'actionnariat de franchise. Mais du coup, combien ça coûte une franchise? Je vais vous le dire de suite, ça coûte bonbon. Et voilà, ce que vous avez sous les yeux, c'est tout simplement le classement des clubs qui sont les plus valorisés en NBA. Et le premier, c'est les Golden State Warriors. C'est à San Francisco, c'est la baie de San Francisco. 7,5 milliards de dollars. Après arrivent des gros marchés, c'est-à-dire des grandes agglomérations, New York, Los Angeles, Chicago, Boston. Et pour vous donner une ordre d'idée, je vous parlais de Luka Doncic. Sa franchise est estimée à 3,3 milliards de dollars. Voilà, et pour vous donner une ordre d'idée, Mark Cuban, qui est l'ancien actionnaire majoritaire, l'ancien propriétaire, avait acheté le club en 2023 pour 285 millions de dollars. Je ne sais plus de quand date ce classement, mais en 2023, il a vendu quasiment les 3 quarts de son actionnariat pour 3 milliards de dollars. Voilà, ce qui ferait en fait une valeur estimée à 4 milliards de dollars. Ok, cool, on parle de sous, on parle de sport, on se croirait dans un PMU là. Par exemple, la FDJ, c'est coté en bourse, vous pouvez être actionnaire de la FDJ. Et à combien est valorisée la FDJ? J'ai regardé que les Golden State Warriors, c'est 7,5 milliards de dollars. La FDJ, c'est 6,7 milliards d'euros. Donc on va dire, on prend le taux de change, l'euro qui ne fait que baisser par rapport au dollar, en fait la FDJ c'est quasiment la valorisation des Golden State Warriors. Je le rappelle, c'est une boîte qui a le monopole des jeux de hasard en France et surtout du quintet, et ça il faut vraiment l'ouvrir à la concurrence. Enfin bref, ok c'est beau tout ça, mais quels sont les revenus des Mavs? Donc on va voir les revenus globaux. J'ai mis buvette comprise, voilà, parce que voilà, il y a les droits télé, il y a aussi les maillots, mais la seconde rentrée d'argent en fait de la NBA, c'est tout simplement la buvette. Et quand ils remplissent le stade, par exemple, je crois qu'une bière en NBA c'est environ 13-14 dollars pendant un match. On est bien loin de ce Coca à 10 francs pendant ce tournoi des PTT d'Ajaccio. Et c'était pas des francs suisses, hein, c'était les francs avant les euros.
Donc voilà, ce que vous avez sous les yeux, tout simplement, c'est les revenus des Dallas Mavericks de 2001 à 2024. Et vous voyez que c'est en constante augmentation, à une belle boîte dans laquelle on aimerait être actionnaire. Et quand je vous disais que la buvette avait un point, ouais, et quand je vous disais que remplir un stade c'était important, bah voilà, 2000, et quand je vous disais que remplir un stade c'était important, on le voit bien en 2020-2021, une baisse des revenus. Tout simplement parce que les stades étaient fermés et que le championnat NBA se jouait à huis clos. Mais comme toutes les boîtes en croissance qui ont été affectées par le Covid, généralement la courbe a repris son évolution. Et on voit qu'en 2023, ça a rapporté 437 millions de dollars. Ça fait un x 4, on va dire, en 25 ans. Alors ok, une franchise, ça coûte cher, environ 4 milliards, on va dire. Ça génère 400 millions. Mais c'est quoi la marge, le bénéfice, le free cash flow? On veut savoir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, pour la majorité des propriétaires, des actionnaires majoritaires de clubs NBA, voilà, c'est tout simplement un plaisir, une petite passion cachée. Pas cachée parce qu'ils sont toujours au premier rang. Je pense notamment à Steve Ballmer, si vous faites un peu de bourse, ça doit vous parler. C'est tout simplement le numéro 2 de Microsoft. Il a racheté les Los Angeles Clippers qui jouent dans un stade qu'il a fait construire à Inglewood. Et le nom du stade, c'est Intuit Dome. Donc pour ceux qui suivent ma chaîne, Intuit, ça doit vous parler. Voilà, et pour vous donner une ordre d'idée, Steve Ballmer, sa fortune, elle est estimée à 120 milliards de dollars. Donc on va dire 4 milliards, c'est même pas 3%, quoi. Pour lui, son petit bag crypto, il se fait plaisir. Ensuite, pour un autre propriétaire qui se fait plaisir et qui est un nom connu dans la bourse, c'est Joseph Tsai. C'est tout simplement le propriétaire des Brooklyn Nets. Et il est connu parce que c'est un des fondateurs d'Alibaba. Ensuite, je pourrais parler aussi de Mark Cuban, qui est assez connu, qui a fait business en fait, au moment de l'explosion d'Internet, qui a racheté ce club des Dallas Mavericks et qui a revendu ses parts pour 3 milliards de dollars. Et ces trois propriétaires que je viens de citer, ils ont le même point commun que le suivant. En fait, ils dépensent sans compter pour avoir des superstars. Et le salaire des superstars, on le verra après, on va dire que le salaire d'un député, c'est peanuts. Allez, allez, on continue. Donc, je voulais parler des Celtics. Pourquoi? Ben voilà, parce que les Celtics, en fait, c'est les champions NBA en titre. Et pourtant, ils ont été champions. Et pourtant, ils ont été champions en juin. Et voilà. Et 2 jours après, qu'est-ce qu'on apprend? Eh ben, le propriétaire a décidé de le mettre en vente, tout simplement, pour réduire les coûts. Parce que, en fait, vous ne gagnez quasiment pas d'argent, en fait, en NBA. La seule façon de gagner de l'argent, c'est de faire valoriser votre club, comme Mark Cuban. Mais bon, bref, ça, c'est un autre sujet. Mis en vente à cause des pertes financières, tout simplement parce que voilà, les salaires des joueurs sont énormes, on le verra après. Et le fils, Wick Grousbeck, était prêt à assumer les pertes financières pour jouer son titre, mais son père, Ivrin, n'était peut-être pas du même avis. Peut-être parce que le daron, c'est lui qui a fait fortune, et que Wick voulait impressionner ses amis du lycée, j'en sais rien. Mais voilà, c'est juste pour vous donner une ordre d'idée, tout simplement, des montants astronomiques qui sont dépensés. Ok, on a vu combien ça coûtait un club, combien ça rapportait, mais c'est quoi les dépenses? Pourquoi c'est jamais l'équilibre? Ben, on va les voir. Et ben, la première des dépenses, tout simplement, c'est d'avoir le stade. Alors, c'est soit la location, parce que voilà, c'est tenu par la ville. On attend toujours que la mairie de Paris refasse Bercy d'ailleurs. Enfin bref. Soit vous êtes propriétaire, et il y en a plusieurs dans ce cas. Il y a le propriétaire de New York, il y a le Madison Square Garden qui est très connu. Vous êtes déjà allé à Manhattan. Ou sinon, il y a par exemple Steve Ballmer, en plus d'avoir acheté pour 4 milliards une équipe de basket, il a tout simplement dépensé environ 1 milliard, je crois, pour construire l'Intuit Dome à Inglewood. Donc vous voyez qu'on n'est pas sur les petits montants pour amortir 1 milliard. Ok, il y a les JO de Los Angeles 2028 qui arrivent. Mais il faut remplir un stade, hein. Oui, après, voilà, il y a toutes les ressources humaines. Il y a le staff, tout ce qui est kiné, entraîneur, autres. Office, les bureaux, que ça soit tout simplement pour faire du marketing. Donc, je vais vous expliquer rapidement. Dans notre cas, à Dallas, il y a Nico Harrison, c'est le general manager. C'est un peu l'équivalent du RH. Au foot, ce serait le directeur sportif. C'est lui qui s'occupe de récupérer les pièces du puzzle. En tout cas, dans sa tête, ça fait un puzzle. Et après, il demande à qui? Il demande au coach de faire quelque chose. Le coach ici, c'est Jason Kidd. Et on pourrait le comparer à un CTO, un directeur technique, tout simplement, parce que voilà, lui, on lui donne ça, il essaye de bien faire le puzzle. Après, voilà, ça dépend aussi du GM. Je vais prendre l'exemple d'une équipe de foot. Il y a 23 joueurs. Imaginez que le directeur sportif, il vous prenne 22 gardiens et un attaquant. Ben voilà, l'entraîneur, il ne peut pas tout faire. Tout ça juste pour rappeler que les problèmes dans une boîte, c'est jamais la technique, c'est toujours les RH ou le marketing. C'était important pour moi à le rappeler. Voilà, et n'oubliez pas que vous êtes sur une plateforme de divertissement. Donc à gauche, vous avez Jason Kidd et à droite, c'est Harrison. Alerte spoiler, Jason Kidd, il se gratte pas les cheveux face à la situation parce que tout simplement, sous la casquette, il est chauve. De bureau, ok, la masse salariale du staff, c'est pas énorme. Le stade, on a vu, c'était 1 milliard, mais ça s'amortissait. Mais c'est quoi la plus grosse dépense? Et la plus grosse dépense, tout simplement, c'est l'équipe. Il faut savoir qu'une équipe de basket, voilà, c'est environ 15 joueurs. Il y en a 2-3, on va dire, qui sont là. Après, il y en a 2-3 en plus, on va dire que c'est des alternants, je les compte pas. Et à votre avis, combien coûte une équipe de basket en NBA?
Voilà. Mettez-moi en commentaire un chiffre avant que je vais vous révéler de toute façon le classement. Mettez-moi la plus haute masse salariale. À votre avis, bon, déjà c'est en millions, je vous donne un indice, mais il y a combien de chiffres en millions? Est-ce que par exemple, je sais pas, moi, c'est 10, 20, 30, 100 millions? Et ben on va découvrir ça tout de suite. Voilà, on se retrouve sur la page des salaires et la plus grosse masse salariale, c'est tout simplement Phoenix avec quasiment 223 millions de dollars juste pour payer les joueurs. Ah, tout ça pour courir après un ballon, hein. Merci Monique. Et en troisième position, on a Boston. On l'a vu, Boston, à qui papa voulait revendre le jouet du fiston parce que le fiston, il est un peu trop dépensé, il a pas trop géré son budget. Eh bien, en 2027-2028, la masse salariale est prévue à quasiment 214 milliards de dollars. Alors, on peut se rassurer en disant que ça fait 3% d'inflation sur 200 millions. Mais encore, ça, n'oubliez pas que c'est tous les joueurs qui seront sous contrat. Il y en a qui seront plus en contrat à la fin de la saison. L'autre, ça sera la saison après ou autre. Donc, on va dire que ça représente que 4 ou 5 joueurs. Donc, il faut en trouver encore 10, hein. Alors, pour ceux qui me suivent de base pour l'investissement ou autre, alors pour ceux qui sont là pour la gestion du risque en investissement, bourse, crypto ou autre, même immobilier, je rappelle qu'en IMO, vous pouvez avoir des vices cachés. C'est quoi le rapport avec ce club de basket? Eh bien, on y arrive. Je vous demande encore un peu de patience. Dans une minute, je vous révèle pourquoi. Quand les Boston Celtics étaient à vendre, il y avait des rumeurs comme quoi Jeff Bezos, voilà, ancien CEO d'Amazon et encore présent dans la boîte, en fait, on voyait qu'il n'y avait que lui qui pouvait la racheter pour 4 milliards de dollars, cette franchise. Au final, il a démenti. Et au final, il n'y a pas eu d'acheteur, pas d'acheteur, pas de transaction. Vous connaissez la suite, il n'y a jamais eu de vente. Donc papa paye le jouet du fiston. Ok, Dallas, c'est 176 millions de dollars. Mais il coûte combien ce joueur qui a été transféré? Lucas Doncic, voilà, il a 26 ans et on va aller voir son salaire. Il devrait toucher entre 125 et 130 millions de dollars pour les 3 prochaines saisons. Sachant que, voilà, pour ceux qui ne savent pas, quand c'est en turquoise, la player option, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, c'est le joueur qui décide si oui, il continue la saison suivante ou il arrête, il change de club. Ou sinon, ils font aussi ça pour arrêter et renégocier le contrat. Voilà, il a été échangé contre Anthony Davis, un joueur beaucoup plus vieux, de 31 ans, et qui va coûter quand même beaucoup plus cher. En tout, lui, je crois que c'est entre 220 et 230 millions, donc c'est 100 millions de dollars de plus à payer. Certes, la durée n'est pas la même, mais on va voir que c'est important. On en revient au salaire encore. Et juste la masse salariale en fait, de ce transfert, il y a 5 joueurs qui ont été transférés entre 3 équipes. Et ben la somme s'élève à 400,25 millions de dollars. Alors pour beaucoup de gens, vous n'allez pas vous repérer, vous allez dire mais c'est quoi, c'est énorme. C'est combien d'Airbus A380? Non, non, je vais prendre une mesure qui parle à tout le monde. Si un député français est payé 90K brut de façon annuelle, eh ben c'est équivalent de 4722 députés français. Voilà, on arrive au dénouement. Je vais faire un petit rappel. Donc, Doncic, c'est quoi? C'est un joueur qui a porté, mais littéralement porté son équipe l'année dernière jusqu'à la finale du championnat nord-américain. Même sur les rotules, c'est le cas de le dire. Il avait les genoux en vrac, glaçons sur les genoux après chaque match. Alors, ce petit tableau, c'est les stats, c'est le PER, c'est juste le Player Efficiency Rating. En gros, c'est pas que les points, pas que les rebonds, voilà, parce que les joueurs sont un peu différents. Donc, en fait, c'est une mesure pour uniformiser les performances de chaque joueur. Et on voit, en fait, tout simplement que Luka Doncic, en fait, il est 5e et Anthony Davis, il est 26e. Donc, c'est des joueurs équivalents, mais il est quand même plus jeune face à un joueur qui est plus vieux et qui va coûter plus cher. Voilà, et je vous épargne aussi les vidéos drama de Finebase. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que voilà, Luka Doncic est très apprécié à Dallas. Et qui dit fan dit émotion. Qui dit émotion, dépense facile, dit grosse rentrée d'argent pour le club. En fait, le dénouement, il est là. Doncic, il est payé plus de 100 millions de dollars sur les 2 prochaines années. Mais en fait, dès l'année prochaine, il aurait pu être payé 345 millions de dollars sur 5 ans. Donc quasiment 70 millions de dollars de façon annuelle. On a vu que c'était des grosses dépenses. Mais est-ce qu'il y a un retour sur investissement? Est-ce qu'il y a un ROCE ou autre? Eh bien pour le GM, non, parce qu'il ne veut pas investir 345 millions de dollars. Voilà, et pour vous donner une ordre d'idée, je vous ai parlé de la 380. Emirates, ils ont acheté l'année dernière 5 à 380 pour 200 millions de dollars. Et en fait, tout simplement, ces millions de dollars, c'est des investissements. Est-ce qu'il y a un retour sur investissement? En fait, le problème, c'est non. Parce que pourquoi? C'est les performances et c'est aussi la visibilité. Alors, Doncic, c'est un joueur qui est jeune, qui a 26 ans, mais en fait, il a commencé à être pro à 15 ans, pour vous expliquer à quel point il est précoce. Donc, c'est une start-up qui est parti directement dans les étoiles. Et bien sûr, il n'a pas été pro à Gravelines, Dunkerque ou autre. Non, non, il a été pro au Real de Madrid à 15 ans. Voilà, il joue énormément, que ce soit sur la saison régulière ou sous les playoffs. Je vous ai mis les minutes. Par exemple, l'année dernière, il a joué quasiment 41 minutes par match, alors qu'il n'avait plus de rotule. Alors c'est génial, c'est un joueur qui se dépasse, qui va au bout de ses limites. Et pour en venir à l'investissement, en fait, ça me fait penser à l'aversion au risque. Voilà, il tire sur la corde, il prend du risque. Son corps, c'est son outil. Et en fait, en face, l'employeur, il a peur qu'il claque.
je parle du tendon, ou qu'il ne soit plus performant. Voilà. Et je pense qu'aussi, pour ceux qui l'ont déjà vu jouer, c'est un excellent joueur au JO. Mais voilà, à chaque fin de tournoi, eh ben, il est sur littéralement les rotules. Il n'a plus de vue. C'est aussi un sportif, c'est son corps, voilà, ça s'entretient. Par exemple, LeBron James disait qu'il dépensait quasiment 1 milliard de dollars sur une saison juste pour s'entretenir. Et ben cette photo, elle a été prise à Mons, sur le marché aux herbes, pendant une Ducasse. Non, non, c'est pas vrai, c'était aux États-Unis. Mais voilà, il n'a pas une hygiène de vie très parfaite. Et il a beau avoir 26 ans, il est quand même un peu rouillé. Pareil, je ne vais pas vous parler de son comportement hors terrain ou autre. Bah, c'est un peu une diva. Il choisit quand attaquer et quand défendre. Et je me suis dit, bah voilà, c'est comme la sélection des entreprises. Il y en a beaucoup en fait qui regardent que le chiffre d'affaires, mais qui oublient par exemple la dette. Parce que la dette, c'est important. C'est un peu la défense. Si je pourrais dire, c'est ce que vous pouvez encaisser tout simplement. On va dire, votre taux de dette, en fait, plus il est bas, en face, vous allez vous prendre un gros choc, et ben vous pourrez, que ce soit un choc pétrolier ou un choc physique en sport, et ben vous pourrez vous endetter par exemple si ça peut être une opportunité. Parce que le cas d'opportunité, c'est important. Voilà, c'est pas pour dire non plus, c'est un chiffre d'affaires, il faut s'endetter pour vendre des produits, il faut que ça travaille, il faut rembourser cette dette. Et là, je me suis amusé à un petit exercice. Si Luka Doncic était une action, laquelle serait-il? Et pareil, si Anthony Davis est une action, quelle action serait-il? Et je vais vous expliquer pourquoi. Et j'ai fait la même chose pour les cryptos. Et avant de continuer, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, à quelle action ça vous fait penser, surtout si vous suivez le basket. Et bah, Luka Doncic, pour moi, il me fait penser à GoPro. Ceux qui faisaient de l'argent avant dans les caméras, c'était Logitech. Il n'y avait que eux, parce qu'en fait, c'était accessible à tout le monde. Ils inondaient le marché, entre guillemets, c'était les webcams. Les appareils, c'était quelque chose de niche. Ça ne veut pas dire qu'ils ne faisaient pas de marge. Et un jour, il y a GoPro qui est arrivé. Voilà, GoPro, croissance explosive, star précoce. C'était la star des réseaux à l'époque. Ils faisaient des partenariats avec Red Bull ou autre. D'ailleurs, entre GoPro et Red Bull, il y en a une qui a moins bien fini que l'autre. Mais c'était fragile à long terme. Voilà, les caméras se cassaient, ça avait peu de batterie, ça tenait peu les matchs. Et ça a été en fait, ça avait un coût élevé déjà pour l'utilisateur, mais aussi pour la boîte, parce que c'était des composants de pointe. Au final, la rentabilité, elle était incertaine. Il y avait un risque de déclin après le pic de performance. Voilà, ça par exemple, c'est le cours de bourse de GoPro. Donc, vous voyez que c'était bien monté. On est quasiment à 90 dollars l'action. Comme quoi, il ne faut pas oublier qu'en bourse, tout peut s'arrêter demain. Tout investissement comporte une perte de risque en capital. Et aujourd'hui, l'action, elle vaut 85 centimes, quasiment rien. Et voilà. Et qui serait Anthony Davis pour moi? Eh ben, ça serait Berkshire Hathaway. Pourquoi? Déjà, c'est un joueur polyvalent et discret. Il couvre toutes les facettes du jeu. Et ben, Berkshire Hathaway, c'est pareil. Ils ont ce business d'assurance qui fait rentrer énormément de cash. Ils font travailler leur trésorerie en investissant dans des actions. Des actions qui ne sont pas toujours flashy, hein. Je pense à Coca, ExxonMobil ou autres. Et pourtant, et pourtant qui ont été conservés sur le long terme, un peu comme l'âge d'Anthony Davis, vous me direz. Et pareil, Davis n'est pas le joueur le plus flashy, et pourtant il bat le marché, il est champion olympique en titre. Et en plus de ça, un de ses défauts, c'est qu'on disait souvent, oui, en fait, il ne sera jamais le numéro 1 dans une équipe, ce qui est sûrement vrai. Et ben, ça me fait encore plus penser à Berkshire Hathaway quand je pense au cas d'Apple, voilà. Berkshire qui avait investi massivement dans Apple à plus de, normalement c'est 50% tout simplement de leur portefeuille, ce qui a poussé leur performance vers le haut. Apple qui un peu entraîne ces 2 dernières années, mais qui est quand même une belle action. Et pareil, sur le point aussi discret, j'ai oublié de le dire, mais ça me fait penser un peu... voilà, c'est quelqu'un qui va pas chercher les caméras, et ça me fait penser à Warren Buffett, tout simplement qui vit à Omaha, en plein milieu de sa campagne, et qui dit lui-même, pour bien investir, faut être loin du bruit. Et pareil, j'ai poussé la comparaison en investissement tout simplement sur la blockchain, sur les marchés crypto. Et ben pour moi, Doncic, c'est Solana. Voilà, c'est jeune, c'est flashy, mais c'est instable, ça a des pannes. Parfois, le réseau s'éteint. Ça fait de belles perfs, ça fait de belles performances, mais est-ce que ce sera viable sur le long terme? J'en suis moins sûr. Et Anthony Davis, ça serait quel crypto? Et ben pour moi, ça serait Ethereum. Voilà, il est souvent comparé en étant un lieutenant, c'est-à-dire le deuxième joueur d'une équipe. Et bien Ethereum assume très bien son rôle de seconde blockchain, de lieutenant discret par rapport aux performances de Bitcoin qui tire le marché vers le haut. En plus de ça, Ethereum est polyvalent. Je rappelle que par exemple pour les RWA, comme BlackRock qui a décidé de lancer son fonds sur Ethereum, preuve de gage de qualité. Et en plus de ça, Ethereum, je suis quasiment sûr, sera toujours là dans 5 ou 10 ans, comme Anthony Davis, qui gagnera le titre dans 5 ans. Et Doncic ne fera plus rien, je vous le dis ici. Voilà, vidéo particulière aujourd'hui, j'ai voulu tenter un nouveau format. Dites-moi si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, un petit commentaire. Mais surtout, quels sont les équivalents d'Anthony Davis et de Luka Doncic en crypto et en action? Allez, bonne journée à tous. Ciao.